Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans cette 8e capsule somatique. Je m'appelle Laura, je suis coach somatique et professeure de yoga informé trauma. Et dans ces capsules somatiques, en ce moment, je vous partage beaucoup de la sagesse de l'élémentaire. C'est en vue d'une invitation à une retraite virtuelle du mois d'octobre. On va avoir une retraite à la fois en ligne et hors ligne du 20 au 22 octobre. Et pour vous partager l'envie d'explorer, de vous approprier l'élémentaire, j'organise ces petites capsules somatiques en ce moment. Et le thème de la capsule aujourd'hui va porter vraiment sur les caractéristiques de l'élémentaire et en particulier son pouvoir alchimique. Et pourquoi est-ce que face à notre sentiment d'impuissance, face à l'anxiété chronique, face au stress chronique, face à nos problèmes physiques qui viennent avec l'anxiété et le stress chronique, l'élémentaire est un élément de choix. C'est un élément de choix qu'on souhaite se transformer, en quelque sorte faire advenir une nouvelle version de soi, qui est déjà en soi en germe, mais qui semble être empêchée, parce qu'on connaît des blocages, on se sent à l'étroit, on se sent étouffé, on tombe toujours dans les mêmes schémas, et bref, on perd un peu d'espoir, on perd un peu de vue des capacités de réinvention et de transformation intérieure. Donc mon invitation, c'est de vous connecter à l'élémentaire, et l'élémentaire tel qu'appréhendé dans la pensée chinoise. Ok. C'est un peu tout ça qu'on va aborder aujourd'hui et je vais essayer de garder cette rencontre à 30 minutes. Donc si j'ai prévu trop de matériel pour aujourd'hui, on en parlera euh, la semaine prochaine. Ok. Mais je vais essayer de condenser ça de manière euh, efficace et intelligente, de sorte à vous partager l'essentiel et de vraiment vous inspirer un retour informé à vous-même, éclairant sur vous-même, dans cette perspective que tout est déjà présent en vous, mais une perspective informée sur qu'est-ce qu'on doit mobiliser pour parvenir à se réinventer et réactiver ce processus naturel en soi de transformation intérieure. Ok? Alors, pourquoi l'élémentaire? Parce que la pensée chinoise. Voilà, moi je suis vraiment fascinée par la pensée chinoise, par la culture chinoise, par les modes de prise de soin de soi. Okay, la pensée chinoise est vraiment inspirée par le taoïsme, et le taoïsme est une manière de comprendre le monde, à la fois le monde et l'homme. Okay, donc c'est une manière de se comprendre soi-même grâce à la compréhension de ce qui se passe autour de soi. Okay, par exemple, yin et yang, ça c'est une notion taoïste qui permettent de comprendre les opposés en soi, qui permettent de comprendre comment nouer, comment se complète l'intuition, les forces instinctives de soi et l'énergie solaire de l'accomplissement, l'énergie de l'action. Okay. Outre le yin et le yang dans le taoïsme, dans la pensée chinoise, il y a une notion extrêmement importante qui est celle des 5 éléments. Okay, les 5 éléments. C'est pas du tout pareil que la théorie des 4 éléments que l'on retrouve dans le yoga. Ici, ce qui est fascinant dans la notion des 5 éléments dans taoïste, c'est qu'ils sont à comprendre dans leur mouvement et dans leur fonctionnalité, plutôt que dans l'élément en tant que tel. Okay, et parmi ces 5 éléments qui sont en mouvement, qui s'influencent l'un l'autre, qui se contrôlent l'un l'autre, on retrouve la terre. Okay, on retrouve la terre. Et lorsqu'on désire travailler sur l'anxiété, comme je le disais, sur l'impuissance, sur les schémas toxiques répétitifs, la terre est vraiment l'élément de choix, c'est l'élément de référence. Et en raison de cette approche du mouvement, en fait, dans la pensée chinoise, dans le taoïsme, on voit que les éléments nous permettent d'appréhender toute chose en tant que système, en tant qu'écologie, en tant qu'écosystème. Parce que chaque élément va avoir des attributs physiques, va recevoir des associations du corps humain. Chaque élément est lié à au moins 2 organes du corps humain. Chaque élément est lié à une dimension émotionnelle. Okay, et l'émotion
attachée à l'élémentaire. Quand l'élémentaire est en déséquilibre, à l'émotion attachée, c'est l'anxiété. Donc si on veut travailler sur notre anxiété, l'élémentaire à nouveau, c'est vraiment l'élément de référence, l'élément de choix. Pas seulement une dimension physique, émotionnelle, mais également psychologique et spirituelle. C'est qu'est-ce qui se passe dans notre tête, qu'est-ce qui se passe dans notre réception, dans notre perspective. Ok, on va voir tout ça plus en détail. Mais avant de voir ça en détail, j'ai vraiment envie de revenir sur de quoi est-ce qu'on parle. Quel problème est-ce qu'on essaye de traiter? Quel problème? Ok. Qu'est-ce qui nous dérange là dans notre vie quotidienne que l'on chercherait à aborder avec l'angle de l'élémentaire? Comme je l'ai mentionné, c'est anxiété, blocage, schéma répétitif. Mais ces trois termes peuvent être en fait très flous. Moi, jusqu'à ce que je fasse ce travail dans les neurosciences, etc., l'anxiété, pour moi, restait un terme flou. Euh, je ne m'y associais pas tellement, alors que j'étais bourrée d'anxiété, bien entendu. Mais je préférais le terme, par exemple, de stress. Ça me parlait plus. Donc, j'ai envie de revenir juste un instant sur ces termes qu'on utilise. Et notamment celui de blocage. Je me sens bloquée, je me sens coincée. À quoi est-ce que ça fait référence avant tout? Ok? À quoi est-ce que ça fait référence ce terme de blocage? Parce que quand on y pense, personne ne va se dire je suis bloqué dans mon bonheur. Ah, j'ai tellement de chance là, je suis coincée dans la chance. Tout roule, je suis tellement bloquée dans le fait que tout roule, je suis dans mon flow quoi. Je suis bloquée dans cet état de flow. Non, je suis bloquée dans mon succès. C'est toujours pareil, je réussis ce que j'entreprends. On va jamais dire ça, bien entendu. Donc, avant tout, un blocage, c'est un peu en fait un jugement qu'on pose sur une situation. Ok, un schéma toxique, il est toxique, c'est un jugement. Par rapport à quoi? Par rapport à comment on se sent. Par rapport à comment une situation nous fait sentir. Ok. Et ce sentiment qu'on essaye de désigner, avant tout, c'est l'inconfort. On se sent inconfortable. On ne se sent pas en pleine possession de ses capacités également. On se sent un peu en situation d'échec. Comment est-ce que vous formuleriez ça? Je suis un peu curieuse de savoir. N'hésitez surtout pas, si vous me rejoignez en live, à commenter à tout moment. Et si vous me regardez en replay depuis Facebook ou depuis YouTube aussi, n'hésitez pas à commenter. Je suis très curieuse de savoir comment est-ce que vous vous appréhendez, comment est-ce que vous nommez vos blocages, à quoi ça correspond pour vous, quel sentiment est là derrière, sentiment d'impuissance, aussi peut-être de solitude. Je me sens seule, je me sens face à un mur ou pris entre quatre murs, seule, abandonnée. Et du coup, perte d'espoir. Je me sens bloquée, donc j'ai pas tellement l'espoir d'avancer. Si j'avais un espoir d'avancer, je me sentirais peut-être pas bloquée. Vous voyez ça? Quand je me sens bloquée ou toujours dans les mêmes schémas, toujours dans les mêmes cycles, toujours en train d'attirer le même type de situation, c'est toujours la même chose, ça ne va jamais. Mes espoirs sont toujours en vain, sont toujours déçus, mes attentes sont toujours déçues, restent non remplies, etc. Qu'est-ce que ça génère? Ça génère évidemment une image de soi qui est entachée, qui s'entache, parce qu'on se dit j'y parviens jamais. Donc, et là, on retrouve la dimension psychologique on s'enferme dans une perspective. Okay, parce qu'on commence à croire à cette perspective. On croit que nos blocages sont réels. On croit que nos schémas toxiques disent quelque chose de réel par rapport à soi. Alors que ce qu'ils disent avant tout, c'est comment on se sent. Okay. Ce qu'ils reflètent avant tout, c'est un état intérieur, de l'ordre du ressenti, du sentiment. Okay. Donc un blocage, certes, ça définit là où on se trouve, mais avant tout intérieurement. Okay. Et ça va créer Donc il y a une dimension psychologique ici de qu'est-ce qui se passe dans mes pensées et comment est-ce que je suis en relation avec mes pensées, je vais leur faire confiance. Donc mon estime personnelle va diminuer, va être entachée, l'image de moi aussi, je vais moins croire à mes capacités, je vais avoir une perte de confiance en moi, je vais avoir tendance, donc là on devient maintenant, on penche vers les comportements, je vais avoir tendance à demander l'approbation de tout le monde autour de moi parce que je me fais moins confiance.
ok. J'aurai plus difficile à faire mes propres choix, ou alors ça va être des moments de tiraillement de faire mes propres choix parce que je vais me dire je vais encore faire une erreur. Donc critique intérieure qui prend le dessus, perfectionnisme intérieur qui prend le dessus. Ok. Au niveau émotionnel, évidemment, tout ça génère beaucoup plus d'anxiété. Et au niveau physique, ça va avoir des répercussions sur notre organisme, bien entendu, parce que l'anxiété, je vais revenir là-dessus, est avant tout biologique. Donc, on sécrète ces hormones de stress, le cortisol, ce qui va entraîner, quand ça devient chronique, une fatigue surrénale, okay, des hormones de stress. Et donc, notre énergie descend, ce qui atteint encore plus l'image de soi. Et non seulement l'énergie descend, mais alors peut-être on devient moins actif. Notre corps a plus de difficultés à digérer et à se reposer. Donc peut-être on commence à se sentir, comment est-ce qu'on appelle ça encore en français? Bloated. On accumule, on fait de la rétention d'eau, okay, abdominale. On accumule peut-être des kilos excessifs, qui sont peut-être simplement de l'eau également, mais on a du mal à évacuer les choses, on a du mal à digérer, on rencontre de plus en plus de problèmes digestifs, problèmes de sommeil, etc. Et donc vous voyez comment tout ça, c'est vraiment un écosystème. C'est une soupe. C'est toute une écologie, c'est un écosystème. Okay. Ce pas des éléments qui sont là, qui flottent dans l'air et qui ne sont pas en relation. Tout ça est en relation. La dimension comportementale, physique, énergétique, émotionnelle, psychologique, mentale, spirituelle également. Donc c'est pour ça que mon invitation est vraiment d'avoir une approche qui permette cette prise en charge systémique, okay, qui permette de regarder à cet écosystème de sorte que on ne va pas aller juste se concentrer sur l'anxiété et dire je suis anxieuse, c'est un problème. L'anxiété ici n'est pas le problème. C'est ce qui se passe en soi de manière environnementale, dans l'environnement de soi, okay, dans le système de soi, dans son propre écosystème. Ok. Ok, on essaye d'avancer. Donc j'espère que là vous commencez à voir à quel point un blocage, c'est vraiment une situation antérieure. Okay, c'est des sensations qui deviennent des comportements, des actions, des émotions omniprésentes. On va commencer à croire à nos croyances limitantes également. Sur les croyances limitantes, j'ai fait une capsule qui est la capsule 7, c'était la capsule la semaine dernière. Je vous invite vraiment à aller la voir pour voir quelles sont les croyances limitantes que vous prenez pour vraies alors que ce sont des croyances que vous pouvez totalement renverser. Pour prendre un exemple de blocage, okay, on va essayer de donner un peu plus des exemples courants. Un exemple avec lequel je résonne, c'est le blocage au niveau de l'expression de soi. Et à nouveau, le blocage ne désigne pas une réalité. C'est un sentiment auquel on s'est adapté, okay, et qu'on prend pas pour norme par rapport à soi. Comme c'est mon mode par défaut en quelque sorte, je pense que c'est la vérité, sauf que c'est un élément auquel je me suis adaptée. Okay. C'est une prison intérieure de mes croyances limitantes. Ma croyance limitante serait que je ne suis pas quelqu'un qui s'exprime facilement. Même si là je donne des capsules somatiques, etc., je vais continuer à penser non, je ne suis pas quelqu'un qui m'exprime facilement. J'ai du mal à m'exprimer, à trouver les bons mots. J'ai du mal à utiliser ma voix, okay, à me faire entendre. Okay. Et ça peut transparaître par exemple dans les relations de couple. J'ai du mal dans un couple à me faire entendre, ou j'ai du mal dans une relation professionnelle à dire à mon boss quelque chose, ou à dire à mon collègue mon opinion réelle sur un dossier, par exemple. Ou on peut trouver avoir une difficulté à s'exprimer avec un membre de la famille, parce qu'on a peur de le blesser, et en même temps, tant qu'on est en train de ne pas s'exprimer, notre comportement va évoluer par rapport à cette personne. Peut-être on va essayer de l'éviter, de passer moins de temps avec. Ouais. Donc, type de blocage, par exemple, c'est l'expression de soi. Et ça peut avoir différents types d'applications. C'est-à-dire dans le domaine du couple, du domaine professionnel ou familial avec un proche. Mais comment va se manifester ce blocage au niveau physique?
nœud dans la gorge. Ok, un empêchement dans la voix aussi, peut-être une difficulté à émettre des sons ou une voix un peu chevrotante. Au niveau des sensations, on a également souvent un poids sur la poitrine. Ok, parce qu'on a un conflit intérieur de se dire ah, j'ai envie de lui dire ça et en même temps j'ai peur qu'il le prenne mal, qu'il me rejette. Ok, de me prendre un refus, un non, un jugement. Ça va affecter notre posture, on va être davantage dans des postures de défense, avoir les bras euh, devant soi, comme pour indiquer un besoin de protection, parce il y a une petite peur là derrière. Et qui dit peur, évidemment, on va dire hormone de stress. Ok, donc à nouveau, on est dans la stimulation du cortisol et donc, niveau émotionnel, on est dans l'anxiété, dans une peur qui nous paralyse. Okay, tout ça est lié avec le système nerveux, hein, évidemment. Donc, c'est ça qu'on a vraiment besoin d'une approche en système, d'un écosystème. Au niveau émotionnel, on peut dire également, de manière générale, un sentiment d'insécurité. Okay, donc, on va être plus sur la défense. Et au niveau plus de la dimension psychologique, les croyances limitantes euh, sont d'ordre de la manière euh, dont on se valorise soi-même. Okay, par exemple, cette idée d'avoir peur d'endommager une relation, c'est-à-dire on met la relation au-dessus de qui on est soi. Et on a aussi une certaine image de l'autre, une certaine appréhension d'être rejeté. Okay, donc on privilégie la relation ou l'autre sur ses propres besoins, ce qui devient alors du people pleasing, comme on appelle en anglais. C'est un terme qu'on n'a pas en français, il me semble. Tendance à se faire petit, à faire taire ses besoins pour ne pas créer trop mou. Et au contraire, aller satisfaire les besoins d'autrui, qu'on lui suppose, plutôt que de satisfaire ses propres besoins. Comme ça, la relation est plus ou moins ok, et du coup on peut rester un peu plus détendu parce qu'on ne se fait pas trop voir. Donc, et ça, c'est un blocage lié à l'expression de soi. C'était juste pour donner un exemple de blocage. Si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je sais qu'assurément, c'est quelque chose que je connais, que j'ai bien connu. Ok. Continuons. On a parlé également de schémas répétitifs. Donc ça, c'est dès qu'on se dit « Ah, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose ». Et par exemple, à nouveau, j'ai envie de vous donner des exemples ici. Au niveau des relations amoureuses, c'est se dire « J'attire toujours le même type d'homme, j'attire toujours le même type de femme ». Okay. Par exemple, une croyance que j'ai eue dans ma vingtaine, c'était de me dire « J'attire toujours des hommes qui sont indisponibles émotionnellement ». Emotionally unavailable. Okay, c'est vraiment cette idée de ils vont jamais prendre en considération mes besoins émotionnels, mes émotions, ils vont toujours les rabaisser, etc. Alors qu'en fait, c'est pas tellement qu'on les attire, c'est qu'on les tolère, c'est qu'on les permet. Okay, c'est qu'on n'est pas clair sur nos propres besoins et c'est qu'on ne se valorise pas suffisamment de se dire non mais mon besoin émotionnel il est valide. Et si je vois que tes comportements ne parviennent pas à respecter mes valeurs, bah écoute, voilà, pourquoi est-ce que je continue à t'accepter comme un partenaire amoureux? Ok, donc c'est pas, à nouveau, les schémas répétitifs ne sont pas des fatalités parce qu'ils ne décrivent pas des faits réels, c'est-à-dire véridiques. C'est plus, ils décrivent quelque chose que l'on sent réellement, ok, que l'on sent réellement, mais qui n'est en aucun cas une fatalité, parce qu'on a assurément un contrôle sur ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et ce contrôle, c'est son pouvoir d'alchimiser, de transformer, de régénérer ce qui se passe en soi. Okay. Un autre type de schéma répétitif, ça c'est vraiment important à prendre en compte parce qu'on s'enferme dans ce type de réaction sans savoir, bien souvent c'est inconscient, c'est la réoccurrence d'une réaction émotionnelle dans une certaine situation. À nouveau, pour prendre le contexte des relations amoureuses, quand quelque chose ne se passe pas bien, quand je me sens incomprise, quand j'ai un certain déclencheur, quelque chose qui déclenche un stress en moi, un certain trigger, j'ai une émotion qui s'enclenche.
Et ça va souvent être la même. Ok. Par exemple, quand il y a une perception d'un malentendu avec mon conjoint, d'une incompréhension, chez certains, l'émotion qui va être déclenchée, c'est la colère. Pour d'autres, l'émotion qui va être déclenchée, c'est une tristesse, une grande souffrance. Ok, tristesse, souffrance. On a toujours ces mêmes réactions émotionnelles qui s'enclenchent. Et on va s'en sentir victime. Ok, on va se dire c'est toujours pareil. Et là, vous voyez comme à nouveau on retombe dans cet écosystème de pensées limitantes liées avec le déclenchement de certaines émotions. Et la manière dont on vit nos émotions va vraiment être celle d'une victime, de se sentir victimisé, de se sentir ça m'est imposé. Donc ce schéma répétitif, il a comme sa propre existence et il nous arrive, il se produit, il s'impose à nous en quelque sorte. Et donc on va se dire c'est une fatalité, c'est toujours pareil, je ne changerai pas ou ça ne changera jamais. Ok, alors qu'à nouveau, ça c'est une illusion. C'est une illusion qu'on résout en développant notre pouvoir alchimique, en développant nos capacités liées à l'élémentaire. Je vais revenir sur ça dans un instant. Mais avant ça, d'une part, j'aimerais savoir si jusqu'à présent ça vous parle, si vous avez des questions. À nouveau, si vous êtes là en live, posez-moi vos questions en live, je pourrai y répondre. Si vous êtes là en replay, posez-moi vos questions parce que je reviens vers vos commentaires. Ok. Et dans cette soupe, dans cet écosystème, une des dimensions psychologiques, c'est l'ordre de l'inconscient, ce sont nos croyances, à nouveau nos croyances limitantes, qui peut être, qui correspond à notre mode par défaut et qui sont limitantes parce qu'elles nous incapacitent en quelque sorte. Elles nous maintiennent dans cette posture de victime. Okay. Et quand on les repère, c'est là qu'on a une dimension libératrice. C'est là qu'on accède à ce pouvoir de l'alchimie libératrice en soi. Parce qu'on se rend compte que notre croyance limitante était de se dire en fait je ne mérite pas mieux. Je ne mérite pas mieux comme partenaire. Je ne mérite pas quelqu'un qui soit à l'écoute de mes besoins, par exemple, peut-être. Okay. Parce que mes besoins ne sont pas si valides que ça, ils n'ont pas besoin de prendre autant de place, etc. Ça, à nouveau, c'est un mode par défaut qui est construit très tôt, très jeune, okay, dans l'enfance. Une fois qu'on met le doigt dessus, on a la capacité, c'est ce moment d'éveil, et on peut enclencher alors les cycles de l'élémentaire, on peut enclencher l'alchimie de l'élémentaire, et mettre à jour notre mode par défaut, mettre à jour nos croyances limitantes. Et donc petit à petit, complètement se défaire de ces schémas répétitifs, parce qu'on se met à jour. La Terre nous permet de se mettre à jour, faire une mise à jour, comme notre ordinateur, c'est un peu pareil. Ok. Et donc juste avant de passer à l'élémentaire, juste réinsister à nouveau sur l'anxiété. Peut-être vous êtes comme moi, peut-être l'anxiété ça vous parle pas trop, peut-être ça vous parle plus de parler de stress. Juste ici insister sur le fait que l'anxiété c'est pas à nouveau quelque chose qui flotte dans l'air, c'est pas quelque chose qui est juste dans notre tête, c'est quelque chose qui habite notre corps, qui est produit par notre corps sous la forme donc des hormones de stress. Ok. Et quand c'est chronique, c'est un vrai problème parce que ça entraîne une fatigue de nos hormones de stress. Et ça affecte donc notre système hormonal, ça affecte notre système immunitaire, ça affecte notre système nerveux, nos émotions, tout ça. À nouveau, c'est un écosystème. Okay. Alors si comme moi, l'anxiété n'est jamais un mot ou un terme qui vous a beaucoup parlé, ou vous avez du mal à repérer comment se manifeste l'anxiété, je vais juste donner quelques exemples. Moi, je ne m'identifiais pas comme souffrant d'anxiété dans ma vingtaine, alors que je tombais clairement dans ce schéma, dans ce comportement du people pleasing, qui est une manifestation de l'anxiété. Okay. Donc l'anxiété, elle se stresse pour la survie. C'est-à-dire qu'on devient un peu dans mode survival, en mode de survie. On se sent en insécurité et donc on a ce stress en soi qui se génère, qui prend la forme d'anxiété. Et une de ces formes, c'est le besoin constant de plaire aux autres ou de satisfaire les besoins des autres. Parce que quand l'autre est satisfait dans ses besoins, il ne va pas venir m'embêter moi. Et la meilleure manière de me défendre de cette invasion de l'autre,
c'est de satisfaire ses besoins à lui plutôt que de satisfaire les miens et de me défendre moi-même. Ok. Ça, c'est à nouveau un coping mechanism, c'est un comportement qu'on a appris dans l'enfance. Parce qu'en tant qu'enfant, on n'a pas beaucoup de manières de se défendre, donc c'est plutôt de correspondre aux attentes des autres pour ne pas qu'on se trouve embêté par autrui. Et ça, c'est une manifestation de l'anxiété, c'est très anxiogène comme comportement, bien entendu, parce qu'on est constamment sur le qui-vive. Okay. Une autre manifestation de l'anxiété, c'est overthinking. La rumination incessante de pensées ou de scénarios. Toujours commencer à imaginer le pire, ruminer des conversations passées, parce qu'on s'est senti en insécurité à nouveau, etc. Ça génère beaucoup d'anxiété. On comprend également alors qu'il y a une obsession mentale. Et l'obsession, ça c'est un trait, un symptôme de la Terre en déséquilibre, de l'élément Terre en déséquilibre. L'obsession mentale, c'est par exemple des pensées constantes, obsédantes et intrusives. Elles sont intrusives également. C'est à n'importe quel moment, elles reviennent. Et elles nous obsèdent, elles sont là, elles demeurent en soi. Ok. On perd également on perd de repère nos frontières, notre sens des frontières avec autrui dans nos interactions sociales. Ça, c'est lié également au people pleasing, mais ça peut avoir d'autres applications. Okay. Ne pas trop savoir ce que je peux permettre comme interaction d'autrui avec moi-même, ou moi, comment interagir avec autrui. Est-ce que je ne dépasse pas un peu ces frontières? Est-ce qu'on ne dépasse pas mes frontières? Une autre manifestation de l'anxiété, c'est le sentiment d'urgence et le sentiment de manque. Ok. Ça, c'est typiquement des réactions un peu plus d'ordre traumatique. C'est d'être la sensation constante que tout doit être fait immédiatement, que si une chose n'est pas faite immédiatement, maintenant, urgemment, c'est la catastrophe. Okay. Ça, c'est notre système nerveux qui nous parle ici, qui est en mode hyperactif, hyper activé, hyper réactif à un sentiment d'insécurité extrêmement présent. Ça, c'est que l'anxiété. Le sentiment de manque, la peur profonde de manque, que ce soit en termes d'amour, de relations, de sécurité, de ressources financières, matérielles, cette peur omniprésente du manque est également extrêmement anxiogène. Okay. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne pour l'instant? Est-ce que vous pouvez vous identifier à ce que je vous partage aujourd'hui? Et je voulais faire une capsule courte, mais je vois que c'est déjà compromis parce qu'on est déjà bien avancé. Donc, laissez-moi passer maintenant à l'élémentaire et à récapituler un petit peu ses caractéristiques. Pourquoi est-ce que c'est l'élément de choix pour approcher ce système intérieur d'anxiété, de blocage, de perception de blocage et de schéma répétitif toxique. Et dans les prochaines capsules, je reviendrai sur certains points en détail. Cependant, mon invitation, c'est si tout ceci vous parle et que vous voulez faire un travail de fond ensemble avec le matériel que je propose, qui est ici des disciplines neuroscientifiques et somatiques, ok, et de la pensée chinoise, je vous invite vraiment à vous inscrire maintenant à la retraite virtuelle parce que vous aurez encore accès pour quelques jours à un bon de réduction de 40 €. Ou de 50 si vous faites partie de l'espace membre recherche intérieure. Ok. Alors, la Terre, l'élément Terre. Comme je vous disais, l'élément Terre, dans tous les éléments dans la pensée chinoise, fait avant tout référence au mouvement et aux fonctions de ces éléments. Donc, prenons un moment pour imaginer cet élément Terre. Imaginez une Terre riche, fertile, avec des insectes qui sont dedans, qui travaillent la terre, qui la font vivre, qui la font respirer. Donc, imaginez ce sol, couleur d'un brun très foncé, ébène presque, riche, fertile. Si on va y planter quelque chose, ça va pousser. Si on y sème des déchets, si on y met des déchets, ils vont se transformer en compost et ce compost va permettre de nourrir et faire grandir des fleurs, des plantes. Au contraire, si maintenant on a une terre asséchée, une terre où aucun ver de terre, aucun insecte ne s'y trouve, qui n'est pas donc
très vivante, qui ne respire plus trop, rien ne va pousser. Le compost ne va pas se transformer, ne va pas advenir. Euh, Rien ne va donc se pousser, se transformer, se recycler, ni se développer, ni s'embellir. Okay. C'est un temps de mort, un temps de jachère complète, indéfini, continu. C'est également un temps de maladie, en quelque sorte, et de blocage. Okay. Vous pouvez tenir ça dans votre esprit, ces deux types de terre. Une terre vivante, une terre moelleuse, hydratée, qui respire, qui fait nourrir, qui développe, et puis une terre complètement sèche. Prenez le temps de vous rendre présent à ces sensations. Peut-être vous pouvez même imaginer tenir ces deux terres dans vos mains et sentir un peu de la rigueur, de la sécheresse dans la terre asséchée, et puis quelque chose de très moelleux, de très organique et nutritif dans la terre vivante, fertile. La terre est donc à comprendre dans ce qu'elle permet. Elle permet des cycles. La terre permet un cycle de croissance, un cycle également de nourrissement. La terre est cet élément auquel on retourne constamment. Okay? C'est là où on dépose nos déchets pour que la terre les transforme en compost, pour qu'elle puisse nourrir ensuite. Et au départ de ce sol riche, on grandit. Et une fois qu'on a grandi, peut-être on perd nos pétales et ces pétales deviennent compost. Où la plante a besoin de se régénérer. Donc la terre va être là pour soutenir ce moment de régénération, de recyclage. Va être là pour soutenir un temps de repos. Okay. On n'est pas au repos dans la terre sèche, on est juste un peu mort, on est en mode survie. Okay. Le temps de repos, le vrai repos, c'est celui qui nous nourrit et qui est là pour nous attendre avec patience. Okay. C'est celui qui est là où le repos lui-même est un nourrissement de cette terre. Okay. Pour permettre qu'elle continue à vivre et à respirer, il y a besoin également d'un repos, pas d'une suractivité, d'une constamment attendre des fruits, non. D'accord. Donc c'est le mouvement qui est permis entre les différentes phases de notre être, de nos besoins, et en même temps c'est un élément donc central, c'est l'élément auquel on retourne toujours. Ok. Et en ce sens, la Terre nous invite à examiner en soi notre propre sol riche, notre propre capacité à être un sol fertile pour soi, un sol de soutien pour soi. C'est donc un élément par excellence de la stabilité, d'un sens de continuité, de prédictabilité, un sens de développement, un sens de nourrissement. Donc c'est la terre de repère, la terre du centre, au départ duquel on développe nos actions, elles grandissent, elles prennent leur vie, mais c'est également donc l'élément auquel on revient toujours. Il y a un grand élément, une grande importance là de la stabilité. Okay. Alors, une chose intéressante, c'est que chaque élément est donc associé à... chaque élément dans la pensée chinoise est associé à des organes. Les organes associés à la terre sont l'estomac et la rate. L'estomac va être perçu comme la marmite, qui fait cuire, bouillir ce qu'on ingère, non seulement la nourriture, mais également tout ce qui est plus de l'ordre mental, spirituel, émotionnel, qui divise ce qu'on reçoit en parties assimilables. Okay. On peut recevoir ceci, on le cuit, on l'ingère, il nous nourrit, on l'élimine, etc. C'est un peu la marmite, c'est l'estomac. La rate est un peu considérée comme le feu. C'est ce qui, en fait, dans la pensée chinoise, produit du qi. Okay. La rate produit le qi, notre énergie vitale. Et dans la médecine plus occidentale, là, juste vraiment notre anatomie, la rate va avoir un rôle au niveau du soutien de la production du sang. Okay. Donc c'est vraiment des organes centraux, évidemment, très importants, comme tous les autres. Mais donc on voit à quel point ces organes résonnent avec l'esprit de la Terre, la fonctionnalité de la Terre. Okay.
je vais continuer à revenir sur les éléments associés à l'élémentaire. Donc on a les deux organes. Et par ailleurs, quand on fait de la rétention d'eau, vous pouvez le savoir en pressant vers votre flanc gauche, parce que moi ça m'est souvent arrivé, et votre rate va être très sensible. Dans la médecine traditionnelle chinoise, on va parler d'humidité, de dampness en anglais. Dampness, it's damp, c'est humide. On a le corps qui est humide et ça, c'est un dérèglement du fonctionnement de notre rate. Okay. Les problèmes digestifs, évidemment, c'est un problème d'harmonie de notre estomac. Okay. Donc ça veut dire peut-être qu'il y a quelque chose à voir du côté de l'élémentaire. Hein. À nouveau, tout ça, c'est à comprendre en écosystème. Dimension corporelle, mais également émotionnelle, psychologique. Donc on comprend que nos organes de la rate et de l'estomac ont à voir avec la transformation. Transformer ce qu'on reçoit en énergie et également transporter. Parce que la rate, en médecine traditionnelle chinoise, produit du qi et va le transporter, va l'envoyer vers les poumons. Okay. Donc fonction de mouvement, de transportation et de transformation. Et on voit bien que quand on n'a pas ces qualités en soi, on est dans un blocage. On est dans une stagnation. Et donc ça, ce non-mouvement, cette stagnation, ce non-transport, ce non-développement est un vrai challenge pour l'élémentaire et s'apparente tout à fait avec l'idée d'être dans des blocages intérieurs, l'idée d'être dans un schéma répétitif. Il y a quelque chose qui ne se poursuit pas, qui n'est pas bien transformé, qui n'est pas bien transporté. Okay. Et ça va générer de l'obsession, bien entendu, et de l'anxiété. Alors, je vais revenir ensuite sur deux éléments, et puis ça sera fini pour aujourd'hui. Deux autres associations avec l'élémentaire. Une autre association, c'est l'esprit. Chaque élément a un esprit. Et chaque esprit, vous pouvez vraiment penser en termes d'esprit, hein, ok, c'est pas juste l'esprit de la Terre. Non, il y a un esprit qui habite cet élément et qui habite en particulier les organes yin. L'organe yin de l'élémentaire, c'est la rate. Et la rate abrite un esprit qui est yi. En anglais, en chinois, on appelle ça yi, qui peut être traduit comme intention. Et vous avez sans doute déjà entendu cette expression bien connue dans la médecine traditionnelle chinoise, dans le Qigong ou dans le Taiji. C'est où va l'esprit, va l'énergie. En chinois, c'est Yi Dao Qi Dao. Où va l'intention, où va le Yi, va le Qi, va notre énergie. Donc, l'élémentaire, par excellence, va nous inviter à développer notre faculté d'attention, d'intention, et va nous inviter à vraiment devenir maître de compétent dans notre faculté d'intention, okay? Dans là où on dirige notre intention, notre mental. Si on a une stagnation du yi, si notre énergie mentale, notre intention reste au même endroit, c'est là que notre énergie reste. Et c'est comme ça que donc se forme l'obsession mentale, la rumination de pensée, l'anxiété et bien entendu les blocages, parce qu'on maintient notre attention toujours au même endroit. Okay, donc ça c'est un faible usage de notre faculté mentale du yi. Et donc c'est là où reste notre chi et c'est comme ça que se perturbe l'élémentaire en soi. Okay? Toute notre énergie s'accumule là où on garde notre intention. Et ça m'amène à mentionner l'autre association à l'élémentaire. Donc chaque élément est associé à des organes, à un esprit et également à un tissu particulier. Le tissu par excellence de l'élémentaire, ça va être celui du muscle, c'est la chair. Okay. Et ça, on peut le comprendre en voyant que là où on maintient notre attention, là où on maintient notre mental, notre corps reflète ce maintien, cette stagnation, à travers notre posture. Okay. Quand on est dans une perspective de je suis toujours victime de ça, quand on est victime, on n'a pas le cœur ouvert, on n'a pas les épaules détendues, on n'a pas la tête fière, ce port de la nuque. Pas du tout, hein. Quand on est victime, on est renfermé, on a le menton qui s'abaisse, on regarde vers le sol, on a une certaine gêne, ça se manifeste dans nos postures, les épaules sont voûtées.
Ok, vous pouvez prendre un moment cette posture et de voir qu'il y a même un manque de tonus à travers notre chair, à travers nos muscles. Ok, cette stagnation est vraiment reflétée à travers nos muscles. Si on est dans une stagnation d'hyperactivation, de stress constant, on est déconnecté du sol, ça se voit à travers nos muscles qui sont hyper tendus. Si on est dans un narratif intérieur d'abandon, de perte d'espoir, de victimisation, etc., on est en train de se rapprocher du sol, hein, parce qu'on n'a plus la force de se maintenir, et là on est dans une perte totale de tonus musculaire. Donc le tonus de nos muscles, la vitalité de nos muscles nous informe sur notre chi, sur notre énergie intérieure et sur le mouvement de l'élémentaire en soi. Okay. La rate qui produit le chi, ce chi se reflète dans la vitalité de nos muscles. Si notre rate est empêchée, parce qu'on a un désordre de l'élémentaire en soi, ça peut mener donc à une hypotonicité, un manque, ne produit pas assez de chi, et ben, les muscles sont flasques. Okay. Et une autre, deux choses que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que, à nouveau, c'est très important de considérer qu'on ne sait pas tout de son corps, parce qu'on est peut-être très habitué à un mode par défaut, et que notre mode par défaut est devenu notre normal, notre norme de référence. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous donne un massage et vous dise « t'es hyper tendu » et tu dis « pas du tout tendu ». Mais les muscles ont enregistré la tension, ont enregistré tous les messages intérieurs, mais ces messages intérieurs n'ont pas percolé à notre conscience. Par contre, les muscles ont cette mémoire, ils savent ce qui se passe, ils discutent avec le système nerveux et ils envoient cette information intérieure au système nerveux qui maintiennent alors en retour les muscles dans cette hyperactivation ou hypoactivation. De sorte que parfois une personne, je me souviens, j'avais tout un côté, dans ma vingtaine, tout un côté de ma nuque qui était hyper tendu, et pour moi c'était pas tendu parce que c'était devenu la norme. Mon système nerveux considérait que c'était une norme de maintenir cette partie de mon corps tendue. Parce qu'à nouveau, nos muscles ont la mémoire peut-être de réaction, de défense qu'on aurait voulu enclencher à un certain moment, qui ne se sont pas enclenchées à ce moment-là. Cette réaction est toujours en train d'habiter notre muscle. Et notre muscle est toujours en train de converser avec le système nerveux pour dire « j'ai pas su me défendre ». Le système nerveux en retour dit « ok, on continue à contracter alors », parce qu'il y a une défense qui a fait besoin de se faire. Ok. Et là, ça renvoie à nouveau au cycle de digestion, de transformation, d'assimilation et d'élimination de l'élémentaire. Vous voyez comment c'est toute une pensée en écosystème, hein, c'est incroyable. L'autre chose que je voulais dire, c'est que si vous avez regardé les cycles précédents sur l'élémentaire, les capsules précédentes sur l'élémentaire, on parle énormément donc, des cycles de l'élémentaire qui sont liés à nos facultés de digestion. Ok. Une des manières dont on voit que c'est vraiment pertinent d'approcher les muscles et la tonicité de nos muscles, de notre système musculaire, la vitalité de nos muscles et notre chi de manière générale, c'est que il y a ce qu'on appelle le péristaltisme. Je ne suis pas sûre comment est-ce qu'on appelle ça, mais les muscles désignent également ces muscles intérieurs tout le long de notre système digestif, qui font en sorte qu'on a une digestion fluide, qui marche, qui fonctionne. Pas de stagnation quelque part. Parce que qui dit stagnation dit manque de tonus de ces muscles le long du système digestif, le long de nos intestins, etc. Donc tout problème de constipation ou alors l'opposé de la constipation va avoir également avec nos muscles de cette partie du système digestif qui est soit hypotonique, soit hypertonique. Okay. Et là, non seulement on a cette dimension corporelle, mais on a aussi la dimension donc émotionnelle, psychologique, inconsciente, de se dire je suis hypertonique, je suis toujours engagée parce que j'ai un sentiment d'insécurité constante, d'anxiété constante, ou alors hypotonique, un peu moment de on est concentré sur autre chose, notre attention est autre part, et donc la constipation par exemple. Voilà,
Je vais revenir sur certains de ces éléments esquissés ici dans les capsules suivantes. À nouveau, je vous invite à ne pas attendre pour vous inscrire si ça vous parle, si vous vous dites ah oui, ok, j'ai beaucoup de choses à apprendre sur mon corps, j'ai envie d'appréhender mon corps et mes émotions, mes pensées inconscientes, limitantes, mes croyances limitantes et mon action volontaire, intentionnelle, consciente. J'ai envie d'approcher tout ça, j'ai envie de m'approprier tout ça afin de dompter mon pouvoir d'alchimisation, de dompter ma capacité à me transformer, à transformer ce qui se passe en moi, à ingérer, à renaître, okay, à me reposer profondément, etc. Je vous invite vraiment à vous inscrire dans les prochains jours avant que le discount n'expire, tout simplement. Il y aura les liens quelque part dans les commentaires ou dans la description de la vidéo. Et en attendant, si vous êtes abonné à mes courriels, vous allez recevoir dans les prochains jours une liste de questions à vous poser par rapport à l'élémentaire. Okay, la liste de questions à se poser pour commencer à converser avec l'élémentaire en soi et à comprendre la manière dont il fonctionne en écosystème. Okay. Des exemples de questions et donc de comment est-ce que la Terre nous apporte cette bouffée d'air frais par rapport à nos prisons anxiogènes, nos prisons mentales, de nos blocages, de nos schémas répétitifs toxiques. C'est vraiment cette introspection de qu'est-ce qui est en train de stagner en moi. Ok. Quels sont les cycles que je connais? Quels sont les cycles que je ne connais pas en moi? Est-ce que je suis toujours en train d'éliminer? Est-ce que je permets la réception? Est-ce que j'ai l'impression d'empêcher la digestion? Est-ce que j'ai l'impression de ne pas parvenir à assimiler quoi que ce soit? Est-ce que une introspection par rapport à nos tissus? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir, si je tâte un peu ma chair, mes muscles, est-ce que j'ai l'impression d'être flasque ou est-ce que je suis capable de tonicité, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va explorer lors du module 2 de la retraite virtuelle. Hein. C'est comment construire notre tonus musculaire et postural, hein, parce que ça dit également quelque chose de notre système nerveux. Et bref, plein d'autres questions. Donc je vous invite à vous inscrire. À nouveau, il y aura le lien quelque part à ma liste, donc à mes courriels pour recevoir cette liste de questions que je vous partagerai donc à ce moment-là. Et ça me permet ainsi de clôturer ce live. Alors, pour répondre à une question, est-ce que ça a un rapport avec le feu digestif et le feu intérieur? Donc là, je pense qu'on tombe un peu dans un autre mode de compréhension des éléments, parce que quand on parle de feu, on parle peut-être d'un autre élément, mais l'élémentaire est clairement en lien avec notre digestion et avec notre cerveau entérique, qui est présent le long du tube digestif et également, bien entendu, dans nos intestins, notre second cerveau. Ok, ça sera l'objet d'une autre capsule. C'est notre cerveau entérique. Okay. Et le feu intérieur, en quelque sorte, oui, parce que là, je pense qu'on parle de feu intérieur, on parle de feu alchimique, de ce pouvoir alchimique de transformer. Okay. Le pouvoir de la transformation, on peut en parler en tant que feu. Et comme je le disais en début au moment de ce live, dans la pensée chinoise, on va un peu voir que notre estomac, c'est une marmite, et la rate, c'est le feu de l'énergie en quelque sorte. Après, quand on vit un peu ces termes feu et terre, alors on peut un peu se perdre parce qu'il y a l'élément feu également dans la pensée chinoise. Mais donc, quand Insaf, tu parles de feu digestif et de feu intérieur, je dirais vraiment oui, ça a à voir avec l'élémentaire. Donc, voilà, merci pour votre écoute, que vous soyez en live ou en replay. J'espère que ça vous intéresse, ce partage, que ça vous éclaire aussi et que ça vous donne des perspectives d'espoir. De se dire, en fait, c'est pas une fatalité ce que je traverse. Mes blocages sont des illusions en quelque sorte. Ok, c'est pas du tout une fatalité. Vous avez un pouvoir dessus parce que c'est votre pouvoir de feu intérieur, de transformation intérieure. Et l'élémentaire vous permet vraiment d'appréhender tout l'écosystème de fonctionnement de ce feu intérieur, de transformation intérieure. Je m'arrête ici et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre capsule et j'espère vraiment, pour ceux qui sont prêts à faire un travail sérieux dessus, à l'entreprendre et à s'approprier toutes ces clés, j'espère vous voir lors de la retraite d'octobre, du 20 au 22 octobre. Prenez soin de vous et à bientôt.